Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à Higgins Haven. Aujourd'hui, nous parlons de Meurtre en 3 dimensions, Vendredi 13, chapitre 3, ou Vendredi 13, 3D, donnez-y le nom que vous voulez, sorti en 1982 et réalisé par Steve Miner, avec Dana Kimmel, Tracy Savage, Paul Kratka, Catherine Parks, Jeffrey Rogers, Larry Zerner, Nick Savage et Richard Brooker. Je suis Mathieu et je suis de retour en 3D. Alors nous revoici de retour dans la série de slasher Jason et Freddy. Une rétrospective que je fais là, pour l'instant est fermée, un peu comme la série de Conan que j'ai fait, qui s'est terminée là, la semaine passée. Mais en bout de ligne, je suis pas mal sûr que d'ici le temps que je finisse la rétrospective, parce que contrairement à la série Conan que j'ai fait, je la fais un épisode à la fois, une fois de temps en temps, une fois par mois à peu près. Je vais sortir un épisode. Puis le temps que j'ai couvert les deux séries respectives là, de Vendredi 13 et de les Griffes de la nuit, là, une fois que je vais être rendu à la fin, je suis pas mal sûr qu'on va avoir un nouveau titre qui va être au moins annoncé. Puis probablement que je vais ajuster un peu éventuellement là, quand on va savoir quand est-ce que le nouveau va sortir, je vais ajuster là, la rétrospective pour qu'on finisse pas mal en même temps là. Le but de la rétrospective, c'est un peu aussi pour faire changement, parce que là, je me suis lancé sur la rétrospective de faire pas mal tous les films là, de la DC, là, qui est quelque chose comme 32-33 films que je vais couvrir sur à peu près un an et demi, le temps qu'on se rende au nouveau film de Batman. Fait que je sais que ça va être pas mal beaucoup de super-héros, fait que je veux faire quand même d'autres choses un peu au travers, puis je me suis dit, ça serait pas pire un peu qu'on parle d'horreur aussi, un peu éparpillé un peu partout, puis qu'on parle de ces deux franchises-là. Là, on est au 3e film de Vendredi 13. Le prochain film qui va sortir là, dans cette rétrospective-là, on va parler de Vendredi 13 4. Puis après ça, on va commencer à chevaucher. Là. Ça va être une semaine, une fois... ça va être un Freddy, puis après ça va être un Jason qui va revenir, puis Freddy, Jason, ça va chevaucher pour quelques mois. Puis après ça, on va se distancer, puis des fois, là, en tout cas, ça va bouger un peu, mais je fais tout ce qui est sorti chronologiquement, puis en même temps, ça va donner un peu l'idée là, de se replacer dans le temps où les deux personnages étaient un peu en train de se tirer la balle, qui était le meilleur slasher quand on retournait dans les années 80. Parce qu'on va se dire quand même que Freddy et Jason sont peut-être là, les icônes les plus fortes là, en fait de slasher film. Oui, on va pouvoir mettre Michael Myers, on va peut-être pouvoir mettre aussi Leatherface de la série Massacre à la tronçonneuse, mais point de vue mettons argent ou rentabilité, ça va être pas mal eux autres la tête d'affiche. Peut-être que j'aurais pu mettre Massacre à la tronçonneuse pour ajouter. Là, déjà, si vous regardez dans les archives de Premier Visionnement, j'ai fait toutes les Halloween, fait que je peux pas vraiment les refaire. Mais c'est ça. Si mettons, je pense qu'on pourrait, si on veut mettre vraiment une tête d'affiche là, pour les slashers, on va pouvoir mettre pas mal ces deux têtes-là. Ou peut-être Leatherface, mais en tout cas, c'est un choix que j'ai fait aussi. Puis en même temps, ça va fitter avec la fin qu'on va avoir. Vers la fin, on va faire le film de la rencontre, Freddy contre Jason. Fait que on va pouvoir voir un peu en même temps où ce que les deux personnages vont venir. Puis en tout cas, ça va être le fun, je pense, se rendre jusqu'à là. Puis même après ça, arriver avec un nouveau film éventuellement là, de une des franchises, sinon de les deux franchises très prochainement. Avant de parler du film proprement, je vais juste vous dire que vous pouvez toujours aller sur premiervisionnement.com, aller fouiller sur le site du podcast pour pouvoir aller voir ce que je fais à part de ça. Vous allez avoir des liens pour aller voir toutes les autres séries. C'est une belle manière pour pouvoir voir qu'est-ce que j'ai fait. Au lieu de fouiller sur un tel site, toute l'information est là.
Il n'y a rien de mélangé. Autant que possible, j'ai essayé de tout mettre ça assez clair, puis vous pouvez juste cliquer sur les onglets, puis vous allez voir toutes les rétrospectives. Où est-ce que je suis rendu dans certaines rétrospectives, comme la série DC que je fais en ce moment, ou mettons la série Décadence, où il reste juste le dernier film, mais que tous les autres films, ils sont faits là, dans cette rétrospective-là. Fait que c'est tout un endroit où que vous pouvez aller voir les ça, mais il y a d'autres choses aussi. Si vous êtes intéressé à d'autres genres, il y a la série de Conan que je viens de terminer, comme je viens de dire. Il y a la série de toutes les X-Men qui devrait peut-être se compléter dans les prochaines semaines. Si tout va bien, que le nouveau X-Men devrait sortir la semaine prochaine. Il y a la série des Transformers, des Terminators, de Rambo, toutes les Star Wars. Il y en a une couple d'autres, vous pouvez aller voir sur le site, voir qu'est-ce que j'ai fait. Puis bien sûr, il y en a d'autres qui vont se rajouter au cours du temps. C'est pas juste la série DC que j'ai l'intention de faire dans l'année et demie qui va suivre. Là. J'ai d'autres idées pour pouvoir faire au travers. Fait que c'est un univers qui va se grossir là, pour le podcast. Fait que le meilleur endroit pour aller voir ce que je fais, premiervisionnement.com. Vous pouvez voir aussi les séries de Star Trek courantes qui est Discovery, Lower Decks et la série Picard où ce que je couvre un épisode par semaine dans une des séries là, qui est là. Présentement, on est en train de se rendre à la saison 3 de Star Trek Discovery. Puis je suis en train de couvrir la saison 2 pour se rendre là. Et en parallèle, il y a la série Star Trek Lower Decks qui passe chaque semaine que je couvre également. Alors, Vendredi 13, 3D, Meurtre en 3 dimensions, en tout cas, peu importe le nom, il y a comme plusieurs noms au film. Il y a même une version VHS qui l'ont appelé Le tueur du vendredi partie 2. En tout cas, c'est la plus étrange des noms que j'ai vus. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de noms dans le fond. Moi, personnellement, je vais l'appeler Vendredi 13 3. Mais en tout cas, peu importe le nom. On a le réalisateur Steve Miner qui avait fait le deuxième film. Il est revenu pour le troisième. Même lui, il va l'avouer qu'il n'a pas travaillé fort sur le scénario. Ils ont travaillé beaucoup pour faire le gimmick du 3D. Ça va paraître beaucoup dans le film. On va avoir modifié quelques petites affaires. C'est sûr que ça va être le film où Jason va ramasser son masque qui est rendu maintenant, fait partie du personnage. Le film devait être le dernier, supposément, qui pensait faire une trilogie puis terminer ça. En tout cas, je vois pas vraiment de finalité du tout là, à la fin du film. Mais en tout cas, c'était un peu l'idée que le film, ça soit le dernier. Et le film, à l'origine, devait être vraiment la suite du 2, où on devait suivre le personnage de Jenny, qui était dans le deuxième film, qu'on voit au début, dans le fond, dans les flashbacks. Elle devait se trouver le corps de Paul, finalement, qui était décédé. C'était ça le plan original, puis que finalement, elle retournait à la poursuite de Jason. Finalement, elle ne voulait pas reprendre son rôle, puis dans le temps, il était pas prêt vraiment à y donner plus pour le film. Puis finalement, ils ont abandonné l'idée, puis on a eu le film d'aujourd'hui. Pour les thématiques, les idées qu'on a, c'est comme que je viens de dire il y a quelques minutes. On essaie d'exploiter la 3D avec sensiblement là, en jouant avec les idées de Vendredi 13 1 et Vendredi 13 2. On va juste refaire un peu le même film, un genre de greatest hits un peu, mais on va foutre la 3D là-dedans, puis c'est ça qu'on veut faire. Dans le fond, on n'essaye pas nécessairement de pousser là, des nouvelles idées. On fait juste la même affaire. On va avoir un certain petit frame qui va ressembler là, au premier film. Il y a des affaires qui vont revenir directement du premier film, mais le premier film, deuxième film, on a un tueur qui tue des adolescents. Ou même en tout cas des adolescents, la plupart des acteurs sont tous dans la vingtaine avancée, mais en tout cas, supposément des adolescents pour les tuer pour pas mal n'importe quelle raison dans le fond. Fait que c'est pas mal, on continue la même idée, c'est juste qu'on a des nouveaux personnages. Le film, j'ai dû le voir peut-être une trentaine de fois, comme tous les autres Vendredi 13. C'est des films que je revisite
chacun au moins minimum une fois par année, chacun, mis à part certains que je vais en parler un peu, mais la plupart, je les ai vus au moins une vingtaine de fois chaque. Mais cette fois, c'est sûr que pour le podcast, j'essaie de prendre plus de notes, puis un peu plus d'idées, puis m'embarquer dans la tête des personnages, puis en même temps, ben, j'essaie de plus voir ça comme un premier visionnement à chaque fois, puis essayer de comprendre un peu comment on peut voir le film. Il y a une chose qui m'a frappé assez fort dans le film. C'est sûr que, tu sais, on en parle souvent que la fille sage va survivre le film, ou la vierge va survivre le film. C'est souvent la thématique des films d'horreur, ou c'est plutôt la thématique qui est cliché, si on veut. Il y a le personnage principal de Chris, elle a été violée par Jason quelques années avant le film, dans le fond. On va jouer avec cette idée-là, puis, tu sais, on va avoir tous les autres personnages, parce que, dans le fond, qui sont clairement pas vierges, mais Chris, ben, dans le fond, elle est, par défaut, est rendue plus vierge parce qu'elle a été violée. Mais en même temps, ben, on va en parler beaucoup quand même comme personnage. J'avais jamais remarqué que ça sortait tant que ça dans le film. On va quand même montrer qu'on peut être traumatisé, puis c'est pas quelque chose qui est plaisant. On va quand même nous le montrer à plusieurs endroits là, pendant le film que ça l'a touché fort. Puis on a le personnage de Rick à plusieurs endroits pendant le film, ben, il veut coucher avec. Ben, dans le fond, je pense qu'ils ont déjà couché ensemble auparavant, mais c'est ça. Le fait qu'elle ait été violée, ben. C'est comme, on veut rien savoir, là, on veut plus retourner sur ce terrain-là, elle veut plus coucher avec personne. Puis, c'est là que, je veux dire, dans le fond, on peut voir un personnage que il est blessé là-dessus. À quelque part, le fait de tuer Jason à la fin, est-ce que ça va comme y redonner confiance? Dans le fond, à quelque part, elle va vaincre ses peurs. Ça, on ne saura pas parce qu'on n'en verra jamais le personnage. Mais je trouve juste ça intéressant, l'idée qu'on mette un personnage que sont tout le temps assez ouverts, les personnages dans la série. Même on a vu Jenny dans le dernier film qu'il a couché avec Paul pendant le film. Fait que l'idée d'avoir une vierge, ben, c'est pas un prérequis pour survivre un de ces films-là. Mais le fait qu'elle a déjà eu un traumatisme, ça joue un peu avec l'idée de peut-être y donner un break, puis quelque part, il faut qu'elle réussisse à vaincre ses peurs. Peut-être plus un retour de montrer que Jason, c'est un violeur puis un tueur, puis que dans le fond, Chris, à quelque part, ben, elle va se retourner. Comme qu'il y a des gens ou des couples qui ils ont des mauvaises ambiances, si on veut, puis qu'éventuellement, ben, qu'elle va se retourner à quelque part, puis elle va retourner, je veux pas dire se venger exactement, mais à quelque part, ben, elle va y faire face. Est-ce que transformer Jason en violeur dans ce film-là est une bonne affaire? Je suis pas trop certain de ça. Mais juste en regardant ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est quelque part qui voulait sûrement aller à un certain point du temps. Mais à quelque part, ça a l'air que c'était plus élaboré comme idée là, de Jason comme violeur. Puis on essaie de le couper un peu pour que ça soit moins flagrant, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui disent que Jason c'est un violeur. Fait que ils n'ont pas vraiment réussi à couper l'idée du film. Fait que le film ouvre avec un recap 5 minutes de la fin du deuxième film. Je dirais que le but de ça, c'est pour replacer le personnage de Jason, puis de replacer sa mère. Au début, les premières fois que j'ai dû écouter ce film-là, c'est sûr que je les ai jamais écoutés en ordre. Puis même aujourd'hui, je pense que je les ai jamais vraiment écoutés en ordre. Je les écoute tout le temps un peu de n'importe quel ordre. Bien sûr, pour la rétrospective, je les écoute en ordre, puis il y a des choses que je me rends compte. Puis avec un certain temps entre chaque, des fois, j'essaie juste de voir des choses. Puis en voyant quand même le recap, je me dis, pourquoi mettre tant de ça de la fin, quand en plus, on a un peu réécrit la fin parce que
On voit pas la scène où ce que Jason il passe au travers de la fenêtre dans la cabine, puis qu'on y voit la face. Ben, quelque part aussi, on va y avoir fait un nouveau visage dans le film. Il n'y aura plus de cheveux sur la tête, il va être rendu chauve. Puis en coupant ça, ben c'est ça, on n'a pas vu le personnage de Paul. On peut plus vraiment se poser la question, voir qu'est-ce qui s'est passé avec. On a comme tout caché la fin totale. On a replacé dans le fond la scène où on voit la mère puis qui va revenir à la fin du film. Je me dis que c'est la seule et l'unique raison dans le fond qu'on pouvait avoir une raison de mettre la fin du film, parce que sinon ben on saurait pas c'est qui, pour quelqu'un qui vient de rentrer là, pour la première fois voir le film, c'est qui la madame qui sort du lac à la fin. Moi c'est la seule raison que je vois que ça sert de mettre la fin du deuxième film, sinon pour au moins placer le personnage de Jason puis voir qu'il est encore vivant. Fait que c'est la seule raison pourquoi que on peut avoir là autant de ça qui reste du deuxième film au début du film. Sinon ça aurait pu être dit autrement, même un texte ou juste un montage des deux premiers films. Comme qu'on avait vu au début du deuxième film, on avait vu un montage du premier film, on aurait pu faire un petit montage des deux premiers films, mais là on a choisi de mettre la fin du deuxième film. Puis c'est correct, dans le fond. Le troisième film se passe la journée d'après, fait que on est comme remis en situation, peut-être, mais en tout cas. Dans la suite de ça, on va être présenté en embarquant dans le troisième film, là, ce qui est vraiment maintenant le nouveau film. On va être présenté au générique avec le nouveau thème disco de Vendredi 13-3. Moi, honnêtement, le thème ne fit pas avec le film. OK, ne fit vraiment pas avec les deux films avant. Mais honnêtement, je veux dire, j'adore le thème. Je veux dire, on dirait que je le réécouterai en boucle. Vraiment, je tripe dessus. Je trouve vraiment le fun à écouter. C'est juste déplacé, mais c'est bien le fun. On essaie de placer le nouvel élément 3D, ceux qu'on voit comme tous les noms un peu comme dans Superman, comme que j'ai déjà vu quelqu'un dire. Puis on voit dans le fond les noms qui sortent de l'écran, tout ça. Fait que on a la gimmick du 3D là, qui nous frappe d'en face avec la musique. Puis, je trouve que l'intro là, ou le générique, je trouve vraiment le fun à écouter. Je veux dire, c'est quasiment la première, ben pas la première fois, là, mais je dirais que depuis que j'ai le DVD, puis ensuite j'ai upgradé au Blu-ray, je pense que c'est la première fois que je l'écoute vraiment en version 2D. J'ai toujours essayé de l'écouter en 3D, le film, mais pour cette fois-là, je l'ai écouté en 2D. Juste une raison pour ça, puis je veux quand même être clair, parce que la 3D est pas très très réussie. Ben, tu peux plus pour le temps, elle était bien réussi, était bien vu. Mais je sais pas, dans le transfert, il y a quelque chose qui marche pas quand on l'écoute à la télé. Il y a quelque chose, je pense que c'est dans le rouge, dans les lunettes qui nous fournissent avec le film. Je pense que le rouge est juste un peu trop foncé ou quelque chose de même. Il y a quelque chose qui marche pas dans l'effet. L'effet 3D pour le général du film, elle va très bien à quelque part, mais le rouge ressort un petit peu trop, puis ça fait qu'il y a des petits débalancements. Je dirais aussi que les effets 3D, ben bien sûr, sur le 2D, ils paraissent beaucoup moins. Ça aide beaucoup un peu à la concentration sur le film. Quand on a la version 3D, ben, on se rend compte qu'il y a vraiment tout le temps quelque chose qui est dans notre face. Je pense que ça devient gossant à la longue. Puis la version 2D, on est plus capable de voir un peu ce qui se passe, puis un peu plus embarqué. C'est vraiment deux feelings différents à écouter le film. La gimmick 3D, c'est sûr qu'il est le fun à écouter, pour la raison qui est en 3D, puis on voit un peu de profondeur dans les choses. Mais en bout de ligne, quand on va avoir écouté tout le film, on va se rendre compte plus que la gimmick est vraiment juste comme trop abusée pendant le film, puis quelque part, ça devient plus tannant plus que d'autres choses. C'est sûr qu'on écoute un film en 3D, il faut qu'il y ait des éléments 3D. C'est ça le but de la chose, c'est pour l'avoir à 3D, puis qu'on puisse interagir avec le film. Mais la version 2D, l'autre côté, ben, on peut plus embarquer dans l'histoire, plus les films. Puis peut-être que même, je dirais qu'il y a des choses qu'on se rend compte un petit peu plus, parce que là, on va plus regarder les personnages, puis on peut plus regarder
leur manière d'agir, tout ça, on va moins se rendre compte là, de la 3D, puis il y a d'autres choses qu'on va embarquer plus en focus, qui va ressortir un peu là, des points négatifs assez solides pour le film, que en 3D, ben, plus qu'on est plus concentré à voir la 3D, puis plus tout le temps un yo-yo qui qui nous envoie dans la face, un bat de baseball, ou un serpent, ou toutes sortes d'affaires qui n'arrêtent pas de nous envoyer à toutes les 2 minutes. Ben, quand on est plus concentré à voir ça, ben, il y a bien des affaires qu'on pense pas, puis qu'on peut laisser aller. Alors, comme je dis, moi, je l'ai écouté en 2D pour cette fois-là, parce que, comme je disais, toutes les dernières fois, depuis que je l'ai en DVD, depuis environ pas loin de 15 ans, je pense, où ils ont décidé de ressortir des remasters, finalement, puis en tout cas, qui l'ont embarqué en DVD, ça a été dans mes premiers achats aussitôt qu'ils sont sortis. Puis c'est ça, je le viens bien sûr voir là, l'effet 3D parce que c'est sûr que j'ai grandi avec ce film-là en l'écoutant sur une cassette bêta, puis c'était enregistré de la télé et la 3D était pas là. Fait que j'ai essayé de plus embarquer là, sur la version 3D éventuellement. Je dirais que la 3D, comme j'ai dit, est réussie. Mais les lunettes qu'ils nous fournissent, elle a trop de rouge, fait qu'il y a un débalancement, puis quelque part, je pense que ça donne mal à la tête. Fait que j'ai opté pour l'écouter en 2D pour aujourd'hui. Fait que le film de Vendredi 13-3, lui, la section Vendredi 13-3, va ouvrir sur un dépanneur où on a un couple qui sont propriétaires. Les autres, ça a l'air que c'est pas loin de l'endroit où Vendredi 13-2 s'est passé. Jason va arriver là, puis dans le fond, il va se réhabiller. Dans le fond, il va lâcher la chienne bleue qui était dedans, puis sa chemise carottée. Il va s'habiller en vert, puis un pantalon gris, qui va avoir volé sur la corde à linge. C'est des petits détails, mais il faut le remarquer, mais tout le linge est à quelque part sur la corde à linge, puis éventuellement, elle disparaît. Moi, il y a toujours le fait que Jason avait une machette qui avait à peu près sectionné le bras, qui l'aurait laissé comme pour mort. Puis on l'a même revu dans le recap qu'on l'avait gardé ça, en tout cas. Jason n'a pas l'air d'avoir de de problèmes avec ses bras dans le film. Peut-être qu'il est un peu comme Wolverine puis il récupère vite. C'est sûr qu'on va voir un peu plus tard là, dans le film que même s'il est pendu, il est poignardé, ça ne l'empêche pas de continuer. Alors peut-être que juste une machette là, qui passe à travers du corps à moitié, c'est peut-être juste un petit bobo si on veut dire. Fait que il n'y a pas de problème pour lui, surtout qu'on est environ moins de 24 heures après le deuxième film. Fait que il faut pas trop s'attarder là-dessus, il faut pas trop y penser. On en repart un nouveau film, puis on en repart à zéro pour Jason. C'est quand même intéressant le fait que justement, on est moins de 24 heures après le deuxième film. Contrairement, on était 5 ans après le premier film, dans le deuxième film. Dans le fond, on est toujours 5 ans après le premier film. On aurait pu être plusieurs années après, justement, le temps que Jason récupère ou qu'il se cache dans le bois. Puis on aurait pu essayer de faire quelque chose de totalement différent ou quelque chose à part. Mais là, on a choisi de vraiment comme juste refaire la même affaire à cause de ça. Parce que personne va être comme au courant de Jason. Il n'y a personne qui va même parler de Jason pendant le film. On va le connaître là, comme le violeur, si on veut. Mais on y placera pas de nom. C'est juste dans l'introduction qu'on va avoir parlé là, de Jason. Sinon, personne ne sait c'est qui. Ou même, on pourrait même quasiment regarder ça comme que c'est peut-être même pas Jason pendant le film. C'est peut-être juste carrément un autre tueur. C'est peut-être même pas le fameux Jason. Le couple qui ont le dépanneur, c'est quand même un genre de couple typique où la femme, dans le fond, est toujours en train de tricoter puis en train de chialer après son mari. Puis, dans le fond, le mari, Harold, il est toujours en train de jouer dans son dos, plus en train de manger, puis il se pourrait être au régime, il se posait de vouloir perdre du poids, mais il est toujours en train de grignoter quelque chose.
Il y a même les dents, c'est une coupe de place, c'est dégueulasse. Dans le fond, il est en train de fouiller dans son magasin, puis il remet des affaires sur place. Même sa femme, quand elle pogne, ben, il est genre en train de manger un beigne, puis elle reprend le beigne de ses mains, puis elle la refout dans la boîte. En tout cas, c'est pas très, très hygiénique. Mais à quelque part, l'hygiène dans Vendredi 13, pas tout à fait le fort, parce qu'en même temps, on a Harold qui va aller s'asseoir sur la toilette, puis il prendra même pas le temps là, de s'essuyer. Fait que l'hygiène, c'est quelque chose qui est inexistant là, dans cette série-là. Harold va être finalement tué par un couperet à viande, puis elle va être tuée par une genre de baguette à tricot. Les deux meurtres, je trouve que le montage est quand même assez bien. C'est sûr que la moitié du meurtre, c'est tout le temps le suspense pour se rendre à quand est-ce que Jason va apparaître pour les tuer final. Puis c'est ça. En gros, ben, je trouve que le montage, tout le suspense de l'intro, on va l'appeler l'intro, on va pas appeler le recap l'intro, ben, je trouve que le suspense, il est toujours là. Même si c'est la première fois qu'on voit le film, on sait qu'ils vont mourir éventuellement, ils vont pas vraiment se sauver. Ça sent tout de suite en partant. Mais juste quand est-ce que Jason va frapper, c'est là qu'on ne sait pas. Puis, c'est ça, toute la scène au complet, on a le temps un petit peu de comprendre un peu les personnages, mais c'est ça, ultimement, ben, juste un peu le temps qu'on voit un peu, qu'ils sont un petit peu un genre de vieux couple. Ben, tu sais, on a juste compris un peu là, en quelques lignes là, qui sont, ben. Ils se font tuer, puis c'est ça un peu l'idée, qu'on ait un peu une idée globale là, des personnages, puis qu'on essaie de les aimer un peu ou un peu sympathiser avec eux autres, puis que finalement ils se font tuer. C'est ça qu'on fait en rapide, puis pendant le film, ben, on va plus élaborer sur certains personnages. Alors, une fois qu'ils sont tués, ben, c'est là où on va avoir l'introduction là, de pas mal tous nos personnages qu'on va avoir pendant le film. On va avoir le personnage de Chris que j'ai parlé tantôt, dans le fond, qu'elle elle va dire une coupe de place, même tout de suite en partant. Elle va dire, ben, il s'est passé quelque chose l'année dernière, ou en tout cas il y a 2 ans, ou qui l'avait traumatisé, puis qu'elle va essayer de s'arranger pour pas que ça joue avec les vacances qu'ils vont prendre. Il y a Andy et Debbie, qu'eux autres, ils vont attendre un enfant. Personnellement, je trouve que Debbie a pas de l'air à avoir d'enfant du tout, mais en tout cas, faut croire que, je veux dire, c'est vraiment au début de qu'elle est enceinte. Il y a Chili et Chuck, un couple qui sont là, dans le fond, pour pas mal fumer du pot puis s'amuser. Et dernièrement, ben, on a Shelly et Vera, que eux autres, c'est pas un couple, là, mais c'est comme un couple peut-être en devenir ou pas en devenir. On ne sait pas exactement. Quand Shelly, ben, c'est quelqu'un qui cherche un peu, qui essaie d'avoir de l'attention un peu là, dans toutes sortes de manières. Puis Vera, ben, elle est là. On ne sait pas exactement, dans le fond, elle est là pour accompagner tout le restant de la gang, mais sinon, ben. Peut-être qu'éventuellement, ben, elle aurait pu être attirée par Shelly, puis ça aurait fait un peu un drôle de couple, là, mais en tout cas. C'est nos personnages qu'on nous donne. Plus tard, on va avoir Rick qui va se rajouter comme genre de chum ou ex à Chris, que lui, dans le fond, il est clairement allumé, puis il va pas mal se poser des questions avec elle. Est-ce que il veut tout le temps sortir avec, ou plutôt elle, est-ce qu'elle veut toujours sortir avec lui, parce que dans le fond, elle, c'est ça, elle est un peu fermée, parce que justement, avec ce qui s'est passé avec Jason auparavant, puis lui, dans le fond, il met ça assez clair que s'il peut essayer de sauter avec elle dans le lit, ben, c'est le plus vite possible. Et puis, quasiment dans tous ses discours qu'il fait, je pense que j'avais jamais remarqué ça autant que cette fois-là, en prenant des notes. Ben, je pense que chaque fois qu'on le voit, ben, c'est tout le temps quelque chose qui fait allusion à ça, qu'il a juste hâte là, d'aller coucher avec elle. Pendant qu'ils vont se rendre là, à Higgins Haven, qui est sûrement quelque chose, un endroit qui est en bordure là, de Crystal Lake, mais on parlera pas de Crystal Lake, c'est juste peut-être juste un autre mini-coin qui longe Crystal Lake quelque part. Ils vont croiser un vieux monsieur que lui, dans le fond, il se tient avec un œil. En tout cas, je trouve qu'honnêtement, l'œil est pas très très réussi.
il faut qu'on aille Shelley qui nous dit hey, c'est un œil, parce qu'en bout de ligne, là, ça a l'air d'un genre d'escargot. Mais en tout cas, c'est juste encore pour nous mettre la gimmick de 3D. Il paraît que le vieux était supposé de réapparaître quelque part plus tard dans le film, mais finalement, la scène a été coupée. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui devait se passer avec. Je trouve juste ça vraiment étrange qu'en bout de ligne, on voit ce personnage-là. Oui, ils veulent nous mettre encore la gimmick de 3D là, dans la face. Mais pourquoi l'avoir quand même comme personnage à quelque part? Oui, il va leur avoir dit que le camp est maudit, dans le fond. Là, il va reprendre un peu le personnage là, de Ralph qu'on avait eu dans les 2 premiers. C'est un peu le but de ça pour comme lui faire signe que c'est pas une bonne idée là, d'aller là. Mais quelque part, on devait le revoir, ce personnage-là. J'ai jamais compris pourquoi on ne l'a pas revu à quelque part. Se faire tuer ou apparaître à la fin pour sauver Chris une fois qu'elle s'en allait ou quelque chose de même, que ce soit lui qui la raccompagne, genre à la police ou quelque chose de même. Je sais pas, peu importe pourquoi, là. Mais c'est ça. Je trouve juste ça que ça a comme pas rapport du tout, à part que pour mettre de la 3D. Puis c'est là que je me rends compte en faisant mes notes que pour n'importe quelle raison, on vient juste nous mettre du 3D d'en face. Quand on l'écoute en 2D, ben c'est des choses que on se pose un petit peu, on se pose plus la question que quand on l'écoute en 3D. Pour la 3D, ben on vient juste comme tout le temps voir pourquoi qu'on le fait, mais quand on la garde plus en version 2D, ben c'est ça, on voit vraiment juste pourquoi qu'on a mis cette scène-là. Ça n'a pas rapport en fait de narratif. Là-dedans, il y a Chris qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, ben elle est comme toujours en train de douter sur tout. C'est sûr qu'à quelque part, ils vont passer en face là, du dépanneur où on a eu Harold et sa femme qui se sont fait tuer au début, puis elle va comme regarder l'endroit. Elle va voir genre la tête qui sort de la vanne. Je sais pas pourquoi qu'elle sort tant que ça. Elle pourrait genre se faire décapiter elle-même quelque part. C'est le genre d'affaire qu'on fait pas. Se sortir la tête là, de la vanne quand on se promène, mais. En tout cas, elle le fait. Exactement, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle voit? Ça pourrait être quelqu'un, dans le fond, qui a juste fait une crise cardiaque, quelque chose de même. C'est des choses qui arrivent. On voit des fois des ambulances à des endroits. C'est des choses qui arrivent quotidiennement un peu partout. Là. Fait qu'il n'y a rien d'étrange là-dedans. C'est sûr que, bon, il y a la police, des affaires de même. Ça en rajoute un peu à l'idée, mais ça peut être pas mal n'importe quoi dans le fond. Là. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est bien sombre. Il y a un bout où même elle va revenir à sa vanne, puis elle va se poser la question pour que la porte de la vanne est ouverte. Ben c'est comme normal que ça se peut qu'elle soit qu'elle n'a pas été laissée fermer, même si elle pense qu'elle l'a fermée, ben ça vaut pas la peine de prendre genre 30 secondes et dire hey, mais il me semble que je l'ai vraiment gardé fermé. C'est juste ça comme pas rapport comme scène. C'est juste comme pour faire sauter un peu Chris. Puis c'est vraiment le but de la scène, dans le fond, juste qu'on sursaute un peu. Voir Shelley qui va dire une niaiserie comme qu'il est pas allé se baigner parce qu'il disait qu'il allait se baigner à poil, puis lui, ben, il n'y a pas de poils. Ça, c'est la version française. Puis en anglais, ben, c'est du skinny dipping. Qui dit que dans le fond, que Skinny qui est maigre, ben, que lui, dans le fond, il est pas assez maigre. C'est la blague un peu qu'on a modifié un peu en français, mais c'est juste pour montrer qu'il est un peu con, peut-être. Mais après ça, ben, Shelley, que lui va faire un genre de mauvais coup que honnêtement je trouve que c'est pas si pire comme ça. Je veux dire, c'est vraiment un mauvais coup qu'on pourrait faire à quelque part. Tu veux faire un mauvais coup puis tu veux faire juste réagir un peu du monde. C'est sûr que c'est un peu macabre comme mauvais coup. Mais quelque part, ben, c'est ça, il va faire comme s'il était tué, puis ils vont le trouver, mais quelque part que tout le monde est insulté, puis tout le monde est comme un peu fâché là-dessus. Je trouve ça un petit peu nono, dans le fond. Ils sont là pour s'amuser. Fait que je sais pas. Je trouve juste que les gens, ils réagissent mal. C'est sûr que Chris, elle, déjà là, tu sais, avec son traumatisme qu'elle a, ben, c'est sûr que c'est peut-être pas approprié pour elle, mais pour le restant, c'est autre chose. Puis honnêtement, si c'était dans la vraie vie, ben je pense que, à part Chris, les autres, là, il y aurait pas mal plus trouvé ça drôle à quelque part que tout le monde qui ont l'air à vraiment rien vouloir savoir de Shelley par la suite. Mais ça n'empêchera pas Vera que tout de suite, dans le fond, après avoir arrivé, là, on dirait que ça fait quelques minutes qu'ils sont arrivés.
Puis Vera, elle demande à Rick de prendre sa coccinelle puis aller en ville pour aller au dépanneur. Puis Shelly, il va embarquer avec elle. C'est là qu'on va avoir l'introduction des motards. Les motards, dans le fond, eux autres, dans le fond, ils cherchent le trouble. Shelly va lancer le portefeuille, son portefeuille à Vera, puis le portefeuille va tomber à terre. On va avoir les trois motards, Ali, Loco et Fox, qui vont juste comme les entourer en bout de ligne. Il y a Fox qui va prendre le portefeuille, puis en tout cas, il va dans le fond les écœurer un peu. Une fois qu'ils sortent de là, ils sont un peu fâchés de tout ça. Puis quelque part, Shelly va rentrer là, dans les motos. Puis Ali, lui, va être fâché de ça. Naturellement, c'est comme normal. Fait que finalement, c'est ça. Ali va se fâcher, puis il va péter les fenêtres de la coccinelle, puis ils vont se sauver. Puis en tout cas, dans le fond, ils vont un peu se provoquer, mais finalement, ils vont se sauver. Puis ça va ramener, dans le fond, les trois moteurs à les suivre, puis se ramasser à Higgins Haven. Puis ils vont essayer de saboter leur van. Ils vont retirer l'essence de la vanne, qui va revenir un peu plus tard là, pour la fin, qui va expliquer pourquoi que la vanne est vide, puis que la vanne elle tombe en panne. Il va y avoir Fox qui va décider de rentrer dans la grange. Puis ce qui va me faire rire, c'est que aussitôt qu'il rentre dans la grange, tous les personnages qui rentrent dans la grange dans ce film-là vont fermer la porte en arrière d'eux autres. Fait que tout ce qui se passe dans la grange, c'est comme si le volume va être fermé, puis il ne pourra rien sortir de là. Ce qui est comme un peu pas normal. De toute façon, c'est pas logique. Là. Une grange, normalement, on peut entendre là, facilement qu'est-ce qui se passe dans une grange. Là, on est dans un film. Aussitôt qu'on ferme la porte, on n'entend pas ce qui se passe l'autre bord de la porte. Puis ça va être ça pour quasiment tous les personnages. Fox qui rentre, puis Fox va se faire tuer en dedans. C'est sûr que Fox, elle va se balancer sur la corde, puis elle va crier dehors, puis personne ne va s'en rendre compte. Il y a Loco qui va la suivre, puis une fois rentré dans la grange, il va se faire tuer, puis Ali, il va rien entendre. Ça a quasiment pas de sens si on regarde ça en point de vue logique, là, en fait, de temps. Que ça a pris tant de temps que ça que Ali, entre Fox et Ali, le temps que Ali soit le dernier qui rentre, ça n'a pas de sens que dans le fond, Ali et Loco sont quasiment pas rentrés en même temps. Mais pour les besoins du film, je comprends que ça aurait été mal un peu pour Jason de prendre Loco et Ali en même temps. Je pense que peut-être qu'il aurait pris le dessus sur Jason. Fait que Fox, elle va être tuée avec une fourche dans le cou, puis suspendue au plafond ou sur une poutre dans les airs. Il y a Loco que lui aussi va être embroché par une fourche. Moi, c'est le son que ça fait de Loco. On l'entend là, comme les intestins, ou en tout cas, c'est un petit peu dégueulasse. Je trouve que ce meurtre-là, je trouve qu'il y a un peu d'impact. Il y a Ali qui arrive par la suite, qui va comme se fâcher là, parce qu'il va chercher Jason. Il va l'avoir vu descendre du haut de la grange. Puis, ça sera pas trop long. Jason va le frapper avec, on ne sait pas quoi, un morceau de bois, une petite hachette. Je sais pas exactement quoi. Mais c'est ça. Ali va mourir là. Vous me voyez quand même dire que Ali va mourir là, mais il est clair qu'il est mort. T'sais, il peut pas revenir là, au nombre de fois que Jason il frappe dans la face ou je sais pas. Il frappe à côté, il essaie de faire peur, je sais pas. Il est clair qu'Ali il meurt. Là, je veux dire, à chaque fois que Jason frappe, son corps il bouge. Fait que en tout cas, on va en reparler tantôt. On est rendu à la fin de la journée. Il y a Chris et Rick qui vont se promener dans le bois. Il y a une affaire que j'ai remarqué juste pour le film, parce que je trouve que Rick a l'air beaucoup plus vieux que Chris. C'est sûr que les deux sont dans la vingtaine. Chris, ou l'actrice qui fait Chris, Dana Kimmel, a environ 23 ans pendant qu'elle filme le film. Puis Rick a 27 ans. OK, théoriquement, c'est
c'est plus des adolescents. Mais on dirait que Rick, il a de l'air d'avoir quasiment 40 ans, dans le fond. Il manque juste un petit peu de cheveux blancs, ou en tout cas, c'est sa posture, je sais pas, mais il a de l'air vraiment plus vieux là, de qu'est-ce qui est. J'étais un petit peu surpris de voir quasiment qu'il avait 27 ans. J'étais certain qu'il avait beaucoup plus que ça. Puis honnêtement, ça me fait dire que peut-être qu'on n'a pas choisi les bons acteurs dans le fond, pour Rick ou Chris, là, un ou l'autre. Là. Parce que je sais pas, tu sais, à quelque part, il y a un bout que je me dis, si elle est supposée être ado, puis lui il est supposé être son chum, mais qu'il a de l'air à avoir quasiment 40 ans, ben, mais à quelque part, ok, c'est beau, elle a 23, là, mais puis lui il en a fait 17, mais je trouve que juste que l'écart a de l'air est énorme. Pas que j'ai quelque chose contre les couples où ils ont beaucoup d'écart. J'ai moi-même grandi avec mon père et sa deuxième blonde, dans le fond, qu'il y avait quand même un grand écart d'âge, tout ça. J'ai rien contre ça, puis ça fait des couples qui vivent longtemps, comme que j'ai pu voir par expérience personnelle. Mais je trouvais juste que, à quelque part, ben, visuellement, ça va de l'air d'être plus une adolescente avec un vieux monsieur. En tout cas, je laisse ça à ça. Là. Chris, elle va conter son histoire de viol. Je crois que c'est là où elle va dire en même temps que, dans le fond, ils ont couché ensemble pour la première fois, cette fois-là. Mais cette journée-là, en même temps, ben, elle est allée dans le bois. Puis c'est là où elle a rencontré. C'est là qu'elle a croisé Jason, dans le fond, puis dans le fond, il l'aurait violé ou quelque chose. Tu sais, ils veulent pas arriver puis dire une conclusion finale à ça, mais c'est clair que ça n'a comme pas le choix d'être ça. Jason, il tuait pas dans le terre. On est avant le deuxième film, il était pas meurtrier, il fait juste se promener dans le bois, ça a l'air, puis il y avait une poussée d'hormones ou quelque chose de même. Quand j'ai parlé là, du vieux monsieur, quelque part, à quelque part, il devait réapparaître là, dans ces scènes-là. Il devait dans les scènes qui ont été filmées, il devait croiser Chris et Rick à quelque part là-dedans. Je sais pas où exactement, mais en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui aurait passé, mais ce que je sais, c'est que la scène n'existe plus. En retournant au camp, ben il y a Shelley qui va comme en guillemets attaquer Vera. Il va avoir mis un masque de goaler, puis pour je sais pas quelle raison exactement. Pourquoi est-ce que tu vas sous l'eau avec un masque de goaler puis un harpon? C'est un petit peu une situation où il y a un accident qui pourrait arriver très facilement, surtout avec un harpon dans les mains. On va savoir que l'harpon il est fonctionnel, c'est pas un jouet. Même là. Tu sais, Shelley, il y a des choses pour faire des mauvais coups, comme il dit. Tu sais, si, mettons, il y avait un harpon en bout de ligne, c'était probablement pas un vrai harpon. Tu sais, si on y pense, juste par logique, quelque part, mais on va apprendre que plus tard, Jason va prendre ce harpon-là pour tuer Vera. Mais à quelque part, je pense que ça aurait été quasiment drôle de voir Jason qui essaie d'utiliser l'harpon, puis finalement, il n'y a rien qui passe. Ça fait juste faire un tic ou quelque chose de même, tu sais. Puis juste à le voir réagir. Mais évidemment, on n'est pas dans ce film-là. Shelley, ben c'est ça. Vera va comme l'engueuler un peu, puis Shelley, ben il va le prendre mal, puis il va partir de là. Encore une fois, il va se ramasser dans la grange parce que il va voir qu'il y a quelqu'un dans la grange. Tu sais, quelque part, il va rentrer dans la grange puis il va dire Andy puis Debbie, êtes-vous là? Êtes-vous en train de faire quelque chose qu'on n'est pas supposé de voir? C'est parce que, à quelque part, si à quelque part j'étais capable de pardonner Shelley au début du film avec ses liaiseries, je pense que moi, si mettons j'ai arrêté Andy, puis j'ai arrêté avec Debbie en train de faire des choses qu'on n'est pas supposé de voir, ben, je pense que j'aurais retourné Shelley carrément sur la tête à quelque part. C'est sûr qu'en adolescence, ça peut être drôle aussi, là, mais à quelque part, Shelley, à quelque part, je sais pas, il aurait dû comme fermer sa boîte et puis foutre le camp. Là. Mais en bout de ligne, ben, ça va écouter sa vie. Ce qui est plate à partir de là, c'est que Jason, il va avoir ramassé le masque de goaler, puis ça va devenir l'icône qu'il est, même à ce jour. Mais à quelque part, on n'aura pas vu Jason ramasser le masque puis voir pourquoi il y a le masque dans les mains. Mais à quelque part, moi je pense que, tu sais, je sais pas si ça aurait eu autant comme d'impact à quelque part. Parce que c'est sûr qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à avoir la réaction qu'ils ont eue une fois que Jason avait le masque puis que ça devienne vraiment
l'icône du personnage. Le fait qu'on va voir Shelly, la gorge tranchée un peu plus loin, on va comprendre comment il s'est fait tuer. Mais le fait que Jason a eu son masque pour, comme en guillemets, compléter le personnage comme qu'on le connaît aujourd'hui, ben le fait qu'on n'a pas vu ramasser son masque, c'est quelque chose qui manque d'une manière, même si on sait d'où le masque vient. Fait que comme j'ai dit, Jason il va tuer Vera en il lançant un coup la flèche de l'harpon directement dans l'œil. Encore un effet 3D. Mais des fois, ces effets 3D-là, je trouve que ça marche mal. Le fait de recevoir quelque chose dans la face ou dans les yeux, n'importe quoi. La manière que ça arrive comme trop vite, puis on dirait que notre œil, des fois, en tout cas, ben, les miens n'ont pas le temps de vraiment réagir, puis on voit comme le harpon apparaître en triple, quand dans le fond, il devrait juste avoir un harpon. Mais ça, c'est peut-être juste mon œil à moi, là. Ça fait peut-être pas ça à vous, là, mais en tout cas, ça, c'est vraiment ma manière que mon œil vaut, là. Je dois dire qu'en bout de ligne, j'ai une très bonne vision. Je porte pas de lunettes, puis je vois très, 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 très bien, là, mais je sais pas. Peut-être que la manière que mon œil enregistre l'information, peut-être que lui, il enregistre mal. Je laisse ça de même. Là, je peux pas dire d'autres choses à part ça. Ça peut être vraiment chaque personne voit la scène différemment. Là, et si on y pense bien, c'est la première fois qu'on voit vraiment Jason dans tout le film. Chaque fois qu'on le voyait, c'était un peu juste sa silhouette. On le voyait de très loin, mais là, c'est la première fois qu'on le voit vraiment. Là, on voit vraiment l'acteur qui est dedans. J'aime quand même la posture que l'acteur il donne. Il a de l'air à vraiment s'en foutre, comme coup d'harpon, bon, ok, c'est fait. Il fait comme juste comme garocher ça à terre, puis là, il se retourne de bord, puis il regarde la maison, puis il voit qu'il y a de la lumière, puis c'est ça. Ben là, c'est sa prochaine job à faire. Il est vraiment comme nonchalant. J'aime quand même ce Jason-là. Fait qu'on a Debbie puis Andy qui baise. Puis après ça, ben, Debbie, elle va sauter dans la douche. Il y a Andy qui va y offrir une bière. Elle va dire oui, mais finalement, ben, peut-être qu'elle va réaliser qu'elle est enceinte, puis c'est peut-être pas une bonne affaire pour la bière. Puis finalement, elle va lui dire non, mais Andy va être parti chercher 2 bières, mais il va se garder quand même à l'envers. Je sais pas comment il amenait les bières exactement. Encore une fois, comme je dis, aussitôt qu'on ferme une porte, ben, tout devient sonorisé, puis on n'entend absolument rien. C'est sûr que Debbie est dans la douche. Puis elle entend mal, bien sûr, à cause de l'eau qui coule. Là, il va y avoir, je pense, le meurtre que je trouve peut-être le plus cool dans tout le film. Il y a Andy qui va se faire ramasser là, par la machette à Jason, qui va se faire carrément sectionner en 2. C'est probablement là, mon meilleur meurtre là, dans tout le film. Mais je me dis, ça doit faire tellement de sang à terre là, que quand Debbie elle sort de la douche puis elle se promène dans le corridor, à quelque part, ça doit être immanquable. Je veux dire, il peut pas avoir une tonne de sang à terre, là, c'est impossible. Il est carrément sectionné en 2. Jason va avoir pris le corps de Andy puis va l'avoir foutu en l'air sur une poutre en haut du hamac. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas une mort de sang carrément là, à quelque part. Il va y avoir juste quelques gouttes du corps qui va tomber là, pendant que Debbie elle va lire un magazine de Fangoria. Dans le magazine de Fangoria, je trouve ça quand même assez drôle. On va avoir un petit hommage à Tom Savini parce qu'on va le voir qui est dans le magazine. Tom Savini, ben, c'est lui qui avait fait les maquillages ou tous les effets là, dans le premier film, puis qui va revenir dans le prochain film. On lui a rendu hommage de cette manière-là, puis en même temps, ben, on va comme copier le meurtre de Kevin Bacon dans le premier film. Fait qu'on a comme rendu hommage à Tom Savini là, dans le film. Puis, une fois qu'elle va regarder l'article sur Tom Savini, elle va tourner sur une page de Godzilla. Godzilla, ben, si vous suivez le premier visionnement, ben, je suis en train de faire plusieurs films de Godzilla aussi, fait que je trouve juste ça drôle, ça m'a fait rire un peu là, de voir Godzilla dans le film de Vendredi 13 3. Ce qui est intéressant quand même du meurtre de Debbie, c'est que dans le fond, ben, c'est ça, elle est enceinte. Même si, honnêtement, je trouve que juste rajouter le fait qu'elle est enceinte, elle a à peine de fois, à part peut-être pas accepter la bière, mais
Je me dis, on sait qu'elle est enceinte, mais c'est juste pour essayer d'y donner quelque chose, je pense, au personnage. Mais à quelque part, je me suis jamais vraiment rendu compte qu'il était enceinte. Puis je me dis, c'est juste quasiment juste une idée de même, là, quelque chose les acteurs se sont amusés à dire, quelque chose de même. Là. Fait que, je suis pas le genre non plus à tout le temps là, à trouver là, des failles à quelque part. C'est sûr que c'est ma job en tant que pour le podcast de trouver des failles puis des affaires à discuter. Mais le fait quand Jason a tué un bébé, là, ça, je veux dire, je me dis à quelque part, j'ai même pas l'impression qu'il y a un bébé qui est mort là-dedans. Là. Vraiment, ça paraît pas sur son corps à elle. Puis en même temps, ben, j'ai même pas l'impression que les acteurs ont comme dans l'idée là, qu'ils doivent penser que Andy va être père puis que Debbie va avoir un bébé. Fait que je trouve que quelque part c'est un peu mal réalisé comme idée. Si mettons elle devait être enceinte, ben peut-être qu'on aurait dû mettre un peu plus l'emphase. Puis la manière que c'est tourné, ben ça a l'air vraiment juste très banal. Une fois que Jason va avoir tué Debbie, il va avoir sorti de la maison, puis il va être entré dans le sous-sol de la maison pour couper l'électricité. Ça a l'air que Chili va avoir entendu un cri. J'imagine que c'est Andy qui, une fois qu'il s'est fait couper en deux, qu'il a lâché un gros cri à quelque part. On s'entend qu'il y a juste une bâtisse, il y a juste une maison, puis il y a une grange. Quelque part, Chili, elle devait être en dehors de la maison, puis Chuck aussi, pendant que Jason est en haut. Il y a quelque chose qui marche pas là, pareil. Là. Je ne sais pas. Là, si Chuck et Chili étaient dehors, il y a une scène aussi qui se promène dehors, puis que Chuck il va à la salle de bain, puis qu'il ne s'essuie pas encore une fois. Puis après ça, eux autres vont dans la grange. Mais Jason était là dans la grange. Fait que on peut pas dire que ça se passe en même temps. Mais Chili puis Chuck, ils font du popcorn. Peut-être que ça fait en masse de bruit, puis ils savent pas exactement qu'est-ce qui se passe au deuxième étage. Mais je trouve que ça a comme pas de sens. Pourquoi que Jason il monte au deuxième étage, puis il va tuer Andy puis Debbie sans passer par Chuck et Chili avant. Jason va couper le courant, puis Chuck va descendre dans le sous-sol. Je trouve qu'il y a quand même un plan intéressant. Une fois qu'il est dans le sous-sol, Chuck va repartir l'électricité, puis en partant l'électricité, ben, on va voir Jason qui est en arrière de lui. Je trouve que le plan est intéressant. Jason va repousser Chuck dans la boîte électrique, puis ça va électrocuter Chuck. C'est là où on va voir ce qui s'est passé aussi à Shelly, que Shelly il a été égorgé. Mais je trouve tout le temps ça drôle. T'sais, ils ont l'air tout traumatisés par Shelly. T'sais, Shelly, il va faire la mort. Shelly, ben, elle va accrocher Shelly, puis Shelly va tomber à terre. Puis elle s'astinera pas ben avec. Là, elle va tout de suite dire il est mort. Elle l'assaillera pas. Elle va pas le niaiser. Comme aussitôt qu'il tombe à terre, ben, il dit ah, ben, il est mort. Puis à cause qu'il y a du sang ou quelque chose de même. Mais c'est ça qui a fait tantôt de Shelly. Fait que elle a sauté comme aux conclusions. Je comprends que point de vue narratif, il faut que ça avance à quelque part, il faut qu'elle s'en rende compte. Mais juste que je trouve que c'est comme elle saute aux conclusions rapides. Elle, Chili, elle va monter au deuxième étage, puis j'imagine qu'elle va voir Debbie, parce qu'on voit pas qu'est-ce qu'elle voit au deuxième étage. Elle va redescendre en bas, puis Jason, finalement, ben, il va la tuer là, avec un genre de pic à bois ou, pour le feu. Honnêtement, je trouve que ce meurtre-là, même à la mort de Chuck, il aurait peut-être pu trouver quelque chose de plus créatif. Je trouve juste que c'est comme ils savaient pas quoi faire exactement. Ils ont foutu Chuck dans la boîte électrique. OK, c'est beau, ils ont réglé pour l'électricité, mais ça n'aura pas d'impact avec le restant du film, dans le fond. Fait que pour ça, je trouve que quelque part, tant qu'à faire ça, ben ça sert absolument à rien. Peut-être aussi, en même temps, inversement, on peut se dire que l'électricité n'aura pas aucun rapport. Fait que ça enlève un peu l'idée de cliché, là, mais en tout cas. Puis Chili, ben qui se fait transpercer là, par la baguette, ben je trouve que c'est juste comme simpliste. Mais tu sais, je peux pas me plaindre. Dans le fond, tu sais, on essaie de quand même faire quelque chose de différent là, de les autres. Puis c'est beau, ils l'ont fait. C'est juste que je trouve qu'on aurait pu peut-être trouver une manière là, que Jason a réussi à les tuer, peut-être les deux en même temps, là, d'une manière.
Alors, Rick et Chris arrivent à la maison à Higgins Haven. Puis ils trouvent que tout est vacant. Là, ils se demandent dans le fond qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui marche pas tout à fait parce que Rick, à quelque part, il dit qu'il va aller voir en haut. Puis lui, il voit pas le bain plein de sang. Tu sais. En tout cas, fait que, quelque part, on voit pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, on voit qu'il traverse l'autre bord où est-ce qu'il y a l'escalier pour monter. Mais on le voit pas monter, mais il dit qu'il va monter en bout de ligne. T'sais, il arrive puis il crie en haut pour essayer de voir si, mettons, il y a quelqu'un qui est en haut. Mais par logique, il a dû monter. En tout cas, fait que, en bout de ligne, ça n'a qu'il n'a pas monté. Puis il va sortir dehors, mais il attendra pas Chris. Pendant ce temps-là, dans le fond, en sortant trop rapide puis trop d'avance, ben, finalement, il va se faire pogner par Jason. Et Jason, il va il écraser la tête, puis son œil va sortir de sa tête. Je trouve, honnêtement, tu sais, ok, c'est assez spécial comme idée. Je suis pas sûr que c'est vraiment logique. Puis, je veux dire, ça se peut vraiment faire ça. Mais en bout de ligne, je veux dire, c'est hot comme visuel. Ça paraît un peu, par contre, tu sais, c'est à force d'écouter le film, on voit tout le temps l'effet, puis à quelque part, l'effet est plus ou moins réussi, mais je dirais que quand j'étais jeune, pour le temps, je trouve que l'effet était très bien réussi. Fait que c'est sûr qu'on est rendu en 2020, on la regarde avec des yeux de 2020, mais pour le temps, ben, c'était bien réussi. Il y a un plan, par contre, où ce que Chris elle sort dehors, puis Rick il est juste à côté dans le fond qui se fait prendre par Jason. Puis je trouve juste comme tout le montage là, de ce plan là, je trouve ça super hot. Il y a juste avec la musique tout le montage, je trouve que c'est vraiment pognant quelque part. Tu sais, on voit vraiment comme le Chris qui est seul, puis vraiment comme isolé, quelque part, on voit que est rendu tout seul. Je trouve que juste est forte comme scène en bout de ligne, où ce que Rick il est pas capable de rien faire en bout de ligne, il est juste comme pogné par Jason. Je trouve que quelque part, le fait qu'il n'a pas été capable de cogner sur quelque chose ou n'importe quoi, Jason, il a bien beau avoir essayé d'agripper Rick correctement puis il boucher la bouche, mais que Rick n'est pas capable de frapper sur le mur ou n'importe quoi. Je trouve ça un petit peu difficile à croire. Surtout qu'on a vu quand même que Rick était quand même assez bâti, puis que Jason est capable de juste le ramasser, je veux pas dire facilement. Il a de l'air quand même à se débattre, mais à quelque part, je pense que Rick méritait un autre mort que ce qu'il a. C'est sûr que ça fait comme meurtre, là, mais en bout de ligne, je pense qu'on aurait pu faire autre chose aussi, là, d'autant pognant. Puis ça aurait pu finir par comme ça. Mais je pense que Rick avait le droit d'avoir une mort où il aurait pu un peu se défendre. Là. Surtout que là, on va avoir juste Chris tout seul, puis qu'elle va avoir beaucoup l'opportunité de se défendre. Il n'y a personne, dans le fond, qui a eu la chance de se défendre. Tout le monde est arrivé, puis ils se sont fait souvent prendre par derrière. Puis ils se sont fait tuer par la suite. Elle, Chris, elle a cette chance-là, dans le fond, là, de réussir à se sauver, puis pouvoir se défendre. Il y a un bout où elle va réussir à le poignarder au genou. Elle va réussir à sacrer un coup de bûche dans le dos à Jason. Jason va quand même manger une bonne volée là, dans toute la dernière poursuite. C'est sûr que dans tout ça, ça doit revenir à la grange. Depuis le début du film, on dirait qu'on en revient tout le temps à la grange quelque part. Ça peut être quasiment le sous-titre du film. Vendredi 13 3D, la grange. Mais en tout cas, ça ne l'est pas, mais il se passe quelque chose dans la grange depuis le début du film. Dans la grange, ben, une fois que Chris va être entrée, elle va s'avoir suspendue sur une poutre. C'est pas tout à fait clair, est-ce qu'elle voulait tomber sur Jason ou si, mettons, elle voulait juste. Ou elle a perdu un peu là, d'énergie, un peu, puis elle a décidé, là, ben, par la force des choses, elle est tombée. Moi, je penserais plus qu'à quelque part, elle a plus essayé de timer son coup là, pour tomber sa tête à Jason, parce qu'éventuellement, ben, il y a Jason à la trouver. Puis elle a juste comme essayé de sauter dessus. Peut-être qu'elle aurait pu essayer d'attendre que Jason soit ailleurs, puis essayer de sauter à la porte, puis défaire la porte, là. Mais en tout cas, elle a décidé de sauter les bras à Jason. Puis une chance que Jason n'était pas plus rapide.
pour peut-être soulever sa machette, puis tuer Chris sur le coup. Mais en bout de ligne, ben, on sait quand même que tous ces films-là finissent par une fille qui survit, fait que ça aurait été un peu contre la règle. Mais il faut pas oublier qu'en 1982, on n'est pas avec une règle établie, on est dans le début là, des slashers. Mais quelque part, ça a quand même été vu aussi que le personnage principal s'est fait tuer à la fin. On va reparler de quelque chose là, dans quelques minutes. Éventuellement, Chris elle va réussir à faire pendre Jason. Elle va lui mettre une corde au cou, puis Jason va tomber par la porte de la grange en haut, puis finalement, il va avoir survécu à ça, puis c'est là qu'elle va se rendre compte que, dans le fond, c'est Jason qui l'a violé là, quelques années auparavant. Il va y avoir Ali qui va sortir de nulle part, puis c'est là que, dans le fond, c'était clair qu'il était mort. Là, Jason va y couper le bras, mais dans mon livre à moi, si maintenant il l'avait pas tué, il avait coupé au moins le bras ou quelque chose de même. Il y a quelque chose qui marche pas, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé là, dans toute cette idée-là. Aujourd'hui, là, je suis pas capable de comprendre c'est quoi le lien, c'est quoi que quand ils ont monté le film, ils se sont dit on a tué 2 fois le personnage. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé une manière de que Ali rentre dans la grange puis qu'il n'y ait personne? Tu sais, je sais pas, n'importe quoi. Parce que là, ça n'a pas de sens du tout. On a un autre personnage, qu'on a Shelly qui sort de nulle part, on a le vieux monsieur qui revient, on a n'importe quoi, mais Ali qui a été comme vraiment clairement tué tantôt, qui était pas mort, ça n'a comme pas de sens. Mais il y avait besoin d'une distraction pour que Chris ait le courage de prendre une hache, puis aussitôt que Jason se retourne de bord, elle, dans le fond, elle garoche dans la tête. Évidemment, ça tue Jason, mais en tout cas, c'est pas exactement sur le coup. Là, normalement, si ça aurait été un être humain, je pense qu'il serait tombé directement à terre. Mais c'est sûr, c'est un film, c'est sûr qu'il est un petit peu plus fort que nature. Elle, Chris, elle va choisir à partir de là d'embarquer dans une chaloupe pour se sauver de là. Elle essaiera pas de prendre la vanne, elle essaiera pas du tout, elle va juste embarquer dans une chaloupe pour partir dans un lac. Normalement, un lac n'a pas d'accès extérieur. Je ne sais pas exactement pourquoi elle va choisir le lac. On va essayer, dans le fond, de faire un parallèle avec le premier film. C'est la seule raison pour que je vois qu'elle embarque dans le lac. Et pourquoi qu'on avait, dans le fond, la récapitulation de la fin du deuxième film. On va voir Madame Voorhees qui va sortir du lac puis agripper Chris puis l'embarquer sous l'eau. Dans le même rêve, elle va avoir halluciné que Jason est encore vivant puis qu'il la poursuivait. Dans le fond, c'est une manière de donner un dernier coup de peur ou un dernier pour qu'on puisse faire un dernier saut puis qu'on voit pas qui arrive. C'est un peu la même manière qu'on avait fait à la fin du deuxième, qu'on avait fait quelqu'un qui apparaissait à la porte puis finalement c'était le chien puis on s'attendait pas à ce que Jason saute par la fenêtre. C'est ça qu'on avait fait dans le deuxième, puis là, c'est ça, on a juste comme essayé de faire un autre montage pour qu'on fasse un saut aussi. Puis honnêtement, c'est vraiment pour faire un parallèle avec le premier film. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. J'ai souvent vu des gens là, que ça leur dérange que la tête à Madame Voorhees est sur elle. Moi, honnêtement, ça me dérange vraiment pas. En bout de ligne, c'est un personnage qui revient par les morts à quelque part. Fait que il peut avoir sa tête recousue sur son corps. J'en ai rien à foutre en bout de ligne. Ça va rester un rêve en bout de ligne. Ça n'a pas de sens par le rapport que personne n'y a parlé de sa mère. Chris, elle n'a aucune idée de c'est qui Jason en bout de ligne. Lui, c'est le violeur des bois pour elle. La mère n'a aucun rapport, c'est juste pour le téléspectateur, dans le fond, qui va avoir vu le lien avec le début du film, puis la fin. Ça, c'est si, mettons, il avait pas vu les deux autres films. C'est sûr qu'en bout de ligne, même s'il a vu les deux autres films, il a vu le début du film. Mais on peut voir quand même le parallèle en tant que film. Puis c'est ça que je stresse là-dessus aussi. Qu'on a pris la fin du film précédent pour en faire un point aujourd'hui. Que si, mettons, on n'aurait pas eu le 5-6 minutes de la fin du deuxième film, là, on aurait pu vraiment se poser des questions. Puis que c'est sûr qu'on aurait été obligé absolument de voir les 2 premiers films. Mais là, on n'était pas dans l'ère du DVD où ce qu'on pouvait écouter les films n'importe quand.
C'est sûr qu'on peut aller les louer au dépanneur, mais c'est pas la même ère aujourd'hui. On va sur Netflix, les films, ils peuvent être là. Je sais pas s'ils sont là en ce moment, mais je crois que je les ai déjà vus sur Netflix. Mais tout ça pour dire que dans le temps, l'accès est un petit peu plus restreint. Puis même si tu allais au dépanneur pour essayer de le louer, ben, il était possible que pendant que le nouveau film est au cinéma, ben, il est possible que les 2 premiers vendredis 13 étaient déjà loués parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a eu la même idée. Fait que l'accès au précédent film est un petit peu plus difficile pareil. Puis en même temps, juste pour même en rajouter, faut pas oublier que entre la sortie des films, la sortie en VHS et le temps qui passe à la télé était encore plus long dans le temps. Puis les vendredis 13, ils sortent annuellement. Fait que le premier film est sorti en 80, le deuxième en 81 et le troisième en 82. Ça fait pas longtemps que le film est déjà en vidéocassette, qu'on parle déjà du 3e film. Donc la rotation elle se fait assez rapide, puis qu'en même temps, ben, pas tout le monde a réussi à voir le 2e film. Fait que ils ont besoin d'avoir un petit rafraîchissement au début du film. Ce qui est pour la fin, il y a une fin alternative qui existe. Pas capable de l'avoir nécessairement, mais ça a l'air qu'il y avait une fin qui a été filmée, que Jason il était vraiment ressorti de parmi les morts parce qu'il est mort en ce moment. Que Chris était sur le terrain, puis que finalement Jason ressortait là, de la grange, puis il la décapitait. Les producteurs ont trouvé que c'était peut-être trop sombre pour finir le film, qu'ils voulaient quand même que Chris survive à la fin du film, puis ils ont décidé là, de refaire une fin, la fin qu'on a en ce moment. Cette fin-là, ça a l'air que même ça avait le maquillage de Stan Winston, puis que ça a l'air que dans le fond, ils n'ont pas gardé la scène. Fait que c'est la seule affaire, dans le fond, qu'il y avait de Stan Winston dans le film, que lui, il avait travaillé dessus. On l'a jeté aux poubelles pour avoir d'autres effets. Ça a peut-être dans le fond rapport à ce qu'on voulait se débarrasser de Stan Winston pour raison X. Je vois pas pourquoi, si on regarde ça peut-être en rétrospective, pourquoi qu'on voudrait pas avoir Stan Winston associé avec un vendredi 13. Il me semble que ça aurait été un bon coup, mais en tout cas, le film va terminer avec Chris qui crie une fois qu'il est embarqué dans la voiture de police. Ça, c'est une affaire aussi, j'ai pas parlé. Chris, dans la dernière scène, toute la dernière poursuite, est toujours en train de crier. Je comprends que, à quelque part, c'est ça qu'il faut, je veux dire, être en stress, puis, être poursuivi, tout ça. Mais honnêtement, là, Chris qui crie tout le temps, là, ça me fait hors de moi, puis à quelque part, j'ai un espoir que Jason là-dessus. Ça me tombe vraiment beaucoup sur les nerfs vers la fin. Je veux dire, elle en met trop, l'actrice. Puis le fait qu'elle finit là-dessus, ben. C'est sûr que c'est normal là, qu'elle a comme perdu la tête, peut-être, à quelque part. Surtout que quand elle se rend compte là, que Jason, c'est le violeur des bois, on va l'appeler. C'est sûr qu'elle perd la tête à partir de là. Elle a de la misère à s'approcher de Jason. Là. C'est vraiment sa peur qui est comme concrétisée, qui est en face d'elle. Ben, qui est concrétisée. Elle est face à sa peur qui la hante là, depuis plusieurs années. Puis que là, ben, finalement, ben, ça l'a rendu folle. À savoir pourquoi que elle a rêvé à Madame Voorhees, ça reste un mystère. En conclusion, il y a des bonnes affaires dans le film. Il y a des affaires aussi qui sont quand même assez négatives du film. Il y a les acteurs, honnêtement, c'est clair qu'ils étaient engagés quand même pour faire la gimmick du 3D. Ça n'a pas vraiment donné d'espace à voir les acteurs qui sont concentrés sur leur rôle. Il y a beaucoup d'acteurs là, dans tout le film qui, honnêtement, sont vraiment amateurs. Ils sont vraiment bas de gamme. Je comprends que le film, il essaie de le faire avec le plus petit budget possible, mais on a eu vraiment des acteurs de bas de gamme. Je pense que depuis dans les 3 premiers films, on a des acteurs là, qui ils sont vraiment nuls, qui paraissent mal à l'écran, puis on voit qu'ils n'ont pas vraiment de talent. Je parle de l'acteur qui fait Shelly, je parle de Chili, je parle de Vera. Je parle de Debbie, je parle de Andy, je parle de tout le monde, de Rick et même surtout de Chris. Quasiment tous les acteurs, ils font vraiment une job de pauvre. C'est vraiment nul, quasiment au complet.
Il y a certains bouts où c'est quand même pas si pire dans certaines scènes. Il y a quand même un peu de chimie quand même, mais les acteurs sont vraiment pas très très bons. Il y a bien sûr, comme que je viens de dire, Chris, à quelque part, en plus de pas être très très bonne actrice, vers la fin où elle se met à crier partout tout le temps, j'espère juste à quelque part, si elle est pour survivre à quelque part que Jason y accroche sa machette et qu'il coupe la langue à quelque part, elle en met trop. Il y a juste une petite place à quelque part qui ont oublié de doser. Mais en revanche, on a le Jason qui est très solide. Puis on a les meurtres qui sont vraiment cool. En partant par le meurtre de Andy, que je trouve qu'il est probablement un des meilleurs meurtres qu'on a vu à date. Puis on a le meurtre aussi de Loco, que je trouve qu'il est, surtout dans le fond, le montage sonore, qui est vraiment avec une bonne impact. Mais c'est sûr que de l'autre côté, on a des meurtres assez drables, comme le meurtre de Chili. Puis même la femme de Harold, qui est jamais nommée dans le fond, au début du film, là, avec le pic à tricot, là. Fait que, tu sais, il y a de la variété, mais en même temps, ben, il y a du drame autant qu'il y en a qui frappent aussi là, en fait de meurtre. Fait que, c'est sûr que c'est un verre, mais je pense que c'est un petit peu moins bon que le dernier film. Parce qu'en bout de ligne, on n'a pas vraiment innové. C'est sûr que la franchise Vendredi 13, ce ne sera pas une franchise qui va beaucoup innover. Mais à chaque fois que je vais parler de chaque nouveau film, ben, on va trouver une nouvelle manière un peu de renforcer des choses, puis aller dans des bonnes places, puis au moins travailler des bonnes choses. Je suis pas en train de dire que je vais tout donner des verres là, dans les prochains films, mais à quelque part, on va essayer d'innover sur d'autres plans. Puis aujourd'hui, à part donner un masque à Jason, puis la gimmick du 3D, je sens pas qu'on a mis vraiment quelque chose de plus que le dernier film, contrairement à ce qu'on avait vu dans le premier film, puis dans le deuxième film, où on avait quand même innové. Si c'est juste pour les meurtres dans le deuxième film, on avait quand même innové sur les personnages, puis juste la mythologie de Jason, puis tout ça. On nous a pas triché à la fin, puis même le personnage de Jason lui-même, on avait vraiment comme tout amélioré le premier film en faisant le deuxième, mais là, on vient un petit peu de donner un coup un petit peu moins fort que la dernière fois. Dans mes recherches pour le film, c'est juste des informations de même. J'ai écouté un documentaire qui se trouve sur Internet. Il a été long à sortir sur le net, là, mais ça fait quand même peut-être 2 ans qu'il est sorti. Friday the 13th, le Memoriam, quelque chose de même. C'est des fans qui ont comme interviewé une couple de personnes là, qui ont travaillé sur le film. Ils ont fait un petit documentaire sur le film. C'est quand même un peu intéressant, mais par contre, c'est plus un hommage à l'acteur qui a fait Jason dans le film. C'est quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser si, mettons, vous êtes un peu fan du film. En bout de ligne, je pense pas que c'est traduit français ou qu'il y a des sous-titres, là, mais si vous comprenez un peu l'anglais, là, c'est quelque chose qui peut être intéressant à voir. Mais en bout de ligne, c'est sûr que ça m'a déçu un peu. Je pensais qu'on allait comprendre un petit peu plus des choses là, qu'on ne voyait pas là, dans le méga documentaire. De Crystal Lake Memories, que dans le fond, là, c'est l'essentiel là, de toute la documentation sur Vendredi 13, que ce soit la version écrite ou la version DVD. C'est un documentaire qui reste tout le temps là, essentiel là, pour les fans de Vendredi 13. Si vous n'avez pas vu ce documentaire-là, la version du DVD, je pense qu'elle dure quelque chose comme 8 heures. C'est vraiment complet. Là. C'est un méga documentaire, mais il vaut vraiment la peine. Fait que ça fait toujours un bel à côté à voir chaque film de Vendredi 13 en parallèle avec les films. Dans le documentaire, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur chaque film, qu'on parle de la production, les réalisateurs ou les acteurs, ou les personnes qui font le maquillage, qui font les effets, qui font la musique. Quasiment tout le monde y est. C'est sûr qu'il manque des personnes qui sont peut-être un petit peu plus célèbres, qui ne voulaient pas peut-être apparaître là-dedans, qui ont en guillemets mieux à faire. Mais il y a beaucoup de personnes là, qui sont dans le documentaire, puis ça reste toujours un atout. Si, mettons, vous voulez encore prolonger là, votre expérience là, de Vendredi 13. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine,
si les cinémas le permettent, je vais essayer de revenir avec le film des Nouveaux Mutants, compléter dans le fond la série des X-Men. Qui va sortir au cinéma. Ça, c'est bien sûr si, mettons, les billets sont en vente à Québec. Sinon, ben, ça va aller plus tard, une fois qu'on va l'avoir sorti là, sur Disney Plus ou quelque chose de même. Mais c'est ça. C'est quelque chose que je vais voir au cours de la semaine si je suis capable d'y arriver. Et sinon, ben, suivez la page Facebook de Premier Visionnement. Je vais probablement poster quelque chose pour dire que le film des Nouveaux Mutants va être sorti au cinéma au courant de la semaine, puis je vais m'arranger pour pouvoir y aller. Fait que d'ici le prochain épisode, l'ordinateur dit bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.